Conférence de presse du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, concernant la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029. Monsieur Roberge, je vous laisse la parole. Merci bien, merci tout le monde. Bonjour, content de vous retrouver. Tout d'abord, je veux saluer mon équipe, particulièrement la sous-ministre, son équipe, l'équipe du cabinet, mes deux adjointes parlementaires et gouvernementales, députés de Vimont, députés d'Iberville, tous les députés de toutes les formations politiques qui ont travaillé aux consultations. Ça a été un bel exercice. On a fait un exercice de consultation qui, pour la première fois, visait l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Je pense que c'était nécessaire de le faire. On l'a fait de belle manière, sans tourner les coins ronds. On a reçu plus de 140 mémoires. On a entendu plus de 75 groupes et experts en plus de 3 semaines de consultation. Beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, entendu des gens de partout au Québec, des gens d'affaires, des municipalités, des experts, des universitaires, des entreprises. Et on a vu toute la complexité de la planification d'une immigration en tenant compte des seuils permanents et temporaires, mais tout le potentiel humain aussi qu'il y a à continuer de grandir comme nation avec l'arrivée des nouvelles personnes sur le territoire québécois, parce que l'immigration, ça demeurera toujours une force, un levier essentiel pour assurer le développement économique, le développement social au Québec, pour assurer une démographie qui est forte, une occupation du territoire, puis aussi une capacité de recherche. On l'a entendu dans les consultations, une capacité de recherche dans nos universités au cycle supérieur. On a donc comme gouvernement la responsabilité de bien planifier cette immigration en respectant la capacité d'accueil, en prenant soin de notre culture, de notre langue commune et en soutenant l'intégration dans le respect de notre nouvelle politique d'intégration nationale. Le contexte qu'on a aujourd'hui est bien différent du contexte qu'on avait il y a 2 ans lors de la dernière planification pluriannuelle. La croissance de l'immigration, des immigrants temporaires est très, très forte. Il y a plus de 565 000 immigrants temporaires, ou on peut dire résidents non permanents sur le territoire québécois. C'est un nombre qui a explosé, qui a augmenté de manière très, très forte dans les dernières années. Puis on va le dire, plus de 2/3 de ces immigrants-là relèvent du gouvernement canadien, mais la hausse des dernières années relève bien plus que du 2/3 même du gouvernement canadien. La présence en très, très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec, mais ça augmente de manière déraisonnable la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics, sur l'accès au logement, je veux même dire sur l'accès à la propriété. C'est une pression aussi sur le français qui était déjà vulnérable, on le sait tous. Des exemples concrets. Par exemple, la présence d'autant de personnes qui sont des immigrants temporaires, résidents non permanents sur le territoire québécois, bien, ça requiert, en termes de santé, au net, plus de 10 000 ressources humaines dans le réseau de la santé. Il faut les trouver, ces personnes-là. Il y a l'enjeu des finances publiques, mais il faut les trouver aussi. En éducation, il y a 62 000 élèves, 62 000 enfants qui sont résidents non permanents. Ça représente un besoin de 4 500 enseignants à temps plein. Est-ce qu'on les a, ces enseignants-là? Il faut se poser la question. En termes de logement, ces résidents non permanents représentent 280 000 ménages. Donc, quand on pense à la crise du logement, année après année, le 1er juillet, la crise du logement n'est pas uniquement causée par toutes ces personnes. Mais dans un contexte de rareté de logement, il faut se demander quel levier on peut utiliser. Il faut augmenter l'offre, absolument, bâtir davantage, mais pas seulement. D'un côté financier, l'aide de dernier recours en 2024 représente plus de 500 millions de dollars versés aux demandeurs d'asile seulement sur le territoire québécois. Donc, quand je parle d'une pression très, très concrète, elle se mesure et les indicateurs sont très, très clairs. La situation économique a changé aussi.
dans les dernières années. Tout de suite après la pandémie, il y avait le rebond économique très fort, c'était le plein emploi. Et là, on voit, dans les derniers mois, une remontée importante du taux de chômage, beaucoup à cause des tarifs de notre ami voisin du Sud, particulièrement un chômage qui frappe les jeunes et qui frappe particulièrement aussi les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants. Eux aussi sont impactés par ça. Donc, on continue d'accueillir des immigrants, on continue d'accueillir des nouveaux arrivants, c'est certain, mais il doit y avoir une réduction des volumes, c'est une évidence. Pour ce qui est de l'immigration permanente, donc pour la période 2026 à 2029, le niveau d'admission sera plus faible que celui des 2 dernières années. Pour les 4 prochaines années, on vise 45 000 immigrants permanents. Ça veut dire environ 15 000 personnes de moins par année que ce qu'on avait dans les 2 dernières années. Donc, après 4 ans, c'est 60 000 personnes de moins que si on avait poursuivi la courbe telle que précédemment. Par contre, on va mieux sélectionner ces personnes qui vont venir faire leur vie ici chez nous. On augmente la part de l'immigration économique à 64 %. C'est au-delà même de ce qu'on avait dans notre cahier de consultation parce qu'on a bien écouté les gens qui sont venus nous parler. Donc, 64 % des 45 000 seront des gens de la catégorie immigration économique. C'est environ 28 800 personnes par année. 77 % de ces 45 000 aussi devront avoir une connaissance du français. Pourquoi ce n'est pas 100 %? Bien parce qu'il y a la question de la réunification familiale et la question des réfugiés pour lesquels on n'a pas cette exigence de français. On monte jusqu'à 65 % pour les gens qui sont déjà sur le territoire. Donc, on veut faire passer beaucoup de personnes d'un statut de temporaire à un statut de permanent. Beaucoup de gens sont ici, s'installent, adhèrent à notre culture, à nos valeurs, s'intègrent dans la vision de l'intégration nationale, maîtrisent la langue, ont un emploi, sont diplômés du Québec. Voilà pourquoi on veut piger beaucoup parmi, je dirais, le capital humain sur le territoire québécois. Dans une perspective humanitaire, c'est intéressant, mais aussi dans une perspective économique, on va dans cette direction-là. Donc, avec ces chiffres, un plus grand nombre de travailleurs étrangers temporaires dans nos régions pourront accéder à la résidence permanente. Je pense que le milieu économique, particulièrement le milieu économique régional, peut être rassuré de cette orientation importante. Les travailleurs étrangers temporaires, mais aussi les diplômés de nos institutions du Québec, les diplômés de nos cégeps, les diplômés de nos universités, seront aussi privilégiés, seront sélectionnés en priorité pour devenir nos résidents permanents. C'est important de le mentionner aussi. Voilà pour l'immigration permanente. L'immigration temporaire que nous contrôlons au Québec maintenant. Le nombre de 65 000 titulaires du permis dans le cadre du PTET, le Programme des travailleurs étrangers temporaires, a été choisi, tandis que le nombre de 110 000 a été sélectionné pour les étudiants étrangers. Par rapport à 2024, on parle d'une baisse d'environ 13 % quand on additionne l'ensemble des migrants temporaires sous le contrôle du Québec par rapport à ce qu'on veut pour les 4 prochaines années, c'est environ 13 %. Ça représente environ 25 000. Donc, ce que ça veut dire, puisqu'on doit avoir une vision intégrée entre les immigrants temporaires et les immigrants permanents, c'est que 2026 à 2029, bien, quand on sera arrivé en 2029, par rapport à la trajectoire actuelle, il y aura 60 000 permanents de moins et 25 000 temporaires de moins, donc 85 000 personnes de moins sur le territoire québécois que si on avait poursuivi dans la trajectoire précédente. Je vous parlais tout à l'heure du respect de la capacité d'accueil. Voilà un geste concret, en plus de ce qu'on demande, bien sûr, à Ottawa. Et parlons d'Ottawa un petit peu, parce que on tient compte maintenant de l'immigration temporaire et permanente. On ne fait pas juste 2 planifications en un jour. On fait une planification intégrée en tenant compte de ces 2 secteurs-là, mais en tenant compte aussi de ce qu'on contrôle, nos temporaires, et de ce qu'on ne contrôle pas. Et on est obligé de dire que le fait qu'Ottawa a refusé, a fait la sourde oreille à cette demande importante, légitime, répétée, à la fois par le gouvernement, par les gens d'affaires, de donner la clause grand-père aux travailleurs étrangers temporaires à l'extérieur de Montréal et Laval,
bien, ça nous a amené à sélectionner le niveau le plus élevé dans nos scénarios. Vous savez, on avait 25 000, 35 000, 45 000. On aurait pu prendre un scénario inférieur à ça, mais devant ce refus d'Ottawa d'écouter, devant son obstination à nous arracher nos travailleurs étrangers temporaires en région, on a choisi le scénario le plus élevé pour avoir donc une proportion plus grande d'immigrants économiques et donc de venir pallier à cette insensibilité d'Ottawa par rapport à notre économie régionale. On garde l'orientation, évidemment, cependant, de réduire les demandeurs d'asile et de mieux les répartir à travers le Canada, de réduire de la part d'Ottawa les gens qui relèvent du PMI, le Programme Mobilité internationale, et on vise cette réduction-là jusqu'à 200 000, surtout à Montréal et à Laval. Pourquoi? Parce que le français est beaucoup plus vulnérable, parce que c'est beaucoup plus difficile d'intégrer les gens à Montréal et à Laval, parce qu'il y a une disponibilité de main-d'œuvre aussi qui est déjà présente dans cet endroit-là. Donc, il y a le combien, mais il y a le qui on sélectionne et où allons-nous les sélectionner sur le territoire québécois. On doit le faire beaucoup mieux qu'avant. On ne pourrait pas faire la planification que l'on fait aujourd'hui avec nos anciens programmes. Et là, attention, c'est le festival, là, le PRTQ, le PEC travailleurs, le PEC diplômé, les projets pilotes. Nous n'avions pas l'agilité dont nous avons besoin aujourd'hui pour reprendre en main notre immigration permanente et temporaire et respecter notre capacité d'accueil. C'est pour ça que maintenant, la voie d'avenir pour immigrer au Québec de manière permanente, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ. Voilà pourquoi on se tourne vers ce programme-là, parce qu'on le dit bien, sélection des travailleurs qualifiés. On va être capable de sélectionner selon des critères géographiques, selon le fait que les gens sont diplômés ici, selon le secteur d'activité, et on va donc assister à une opération de régionalisation de l'immigration comme on n'en a jamais vu. Et ce sera très, très bon pour l'intégration à la nation québécoise, parce que c'est beaucoup plus facile, je vous dirais, de sélectionner un immigrant qui habite en région et de lui permettre de rester là, que de convaincre quelqu'un qui s'est enraciné à Montréal de déménager ensuite en Beauce-Baie-Comeau, Saguenay ou en Abitibi. On le comprend. Par rapport maintenant à des programmes que nous conservons, mais pour lesquels on ajoute on change les règles, bien, je veux parler le programme de travailleurs étrangers temporaires. On ajoute, à partir du 17 décembre, l'obligation de maîtriser la langue française, d'atteindre au moins le niveau 4 à l'oral. On donne 3 ans aux personnes à partir du 17 décembre 2025 pour atteindre au minimum le niveau 4. S'ils ne l'atteignent pas, ils ne pourront pas renouveler le permis après 3 ans sur le territoire québécois. Je pense que c'est une question de respect pour la nation québécoise. On est la seule nation francophone d'Amérique du Nord. C'est une question de respect, une question de santé, de sécurité aussi pour comprendre les consignes de sécurité. Et je veux dire aussi une question de respect des droits parce que les gens peuvent être informés de leurs droits dans la langue française. Et ensuite, bien sûr, bien, ça facilite leur passage, s'ils le souhaitent, vers la résidence permanente, puisqu'il faut maîtriser la langue française pour être sélectionné au Québec comme immigrant économique. Pour ce qui est du programme de parrainage collectif au Québec, donc on suspend les demandes encore dans le cadre du programme de réfugiés étrangers jusqu'à la fin de l'année 2029. Pourquoi? Parce qu'on a des dizaines, des centaines de milliers de demandeurs d'asile sur le territoire québécois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va privilégier des gens qui sont déjà sur le territoire pour les faire basculer parmi les permanents plutôt que de faire venir des gens qui ne sont pas déjà ici. Question encore de respect de la capacité d'accueil. Donc, le contexte a changé. Notre planification a changé. On tient compte à la fois de la présence des gens, on tient compte de ce qui se passe au sud de la frontière, on tient compte de ce que le gouvernement fédéral fait, mais surtout de ce qu'il n'a pas fait pour nos travailleurs étrangers temporaires. Si, réellement, on voit des changements de la part du gouvernement fédéral qui s'avèrent sur le terrain, si les chiffres bougent et bougent réellement et significativement, on pourrait revoir nos cibles. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Les principes qui nous ont guidés sont donc, évidemment, le respect de la capacité d'accueil, le respect de notre langue, le respect de notre capacité d'intégrer.
la capacité d'offrir aux Québécois des services publics de qualité. Et on peut le faire, je le répète, parce qu'on a un nouvel outil, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, mais aussi un autre outil qu'on s'est donné l'année passée, qui est notre loi qui nous permet d'encadrer la venue d'étudiants étrangers. Avec ces deux outils-là, on a beaucoup plus d'agilité. Nous n'aurions pas pu faire cette planification-là l'année passée ou l'année d'avant. Ce sont ces nouveaux outils-là qui nous permettent réellement de mieux sélectionner, de mieux régionaliser. Je termine en disant que ce choix-là que nous faisons, on le fait pour les Québécois qui sont déjà sur le territoire, pour d'autres qui vont venir nourrir la nation québécoise. Le Québec est une terre d'accueil, demeurera toujours une terre d'accueil fière et ouverte sur le monde. Merci.